Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Que faire en cas d'échec? Nicolas Sarkozy y pense. Il arrêtera la politique. Ce sont les confidences douces amères auxquelles s'est laissé aller le chef de l'État samedi dernier. Mais s'il n'écarte pas l'hypothèse de sa défaite, Nicolas Sarkozy ne se prépare pas moins à la course présidentielle. Dès dimanche, il devrait monter au front pour évoquer le logement, la compétitivité et le chômage. Bien sûr, on en parle avec notre invité ce soir, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Décidément, ce n'est pas une bonne semaine pour les banques françaises. Plusieurs d'entre elles, dont la Société Générale ou le Crédit Agricole, ont été dégradées aujourd'hui par l'agence Standard & Poor's. Les banques et plus généralement le monde de la finance adversaire déclaré de François Hollande lors de son meeting au Bourget. Alors ce système est-il vraiment la cause de tous nos maux? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Et puis Nicolas Hulot, Jacques Chirac et Bertrand Delanoë sont les trois personnalités politiques préférées des Français selon le tableau de bord Paris Match IFOP, et en hausse dans ce même baromètre François Bayrou avec 66% de bonnes opinions. Le candidat MoDem devance François Hollande et distance largement Nicolas Sarkozy. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on débute ce journal par l'hommage aux 4 soldats français tués vendredi en Afghanistan. Avec d'abord, à l'ouverture de la séance au Sénat, 1 minute de silence. Auparavant, le président Jean-Pierre Bel a exprimé la reconnaissance du Sénat et de la République aux familles endeuillées. Hommage également sur le pont Alexandre III à Paris lors du passage du convoi funéraire. Militaires en uniforme, parents de soldats ou simples citoyens, ils sont tous venus témoigner leur solidarité. Et puis ce drame a relancé le débat sur un retour anticipé des troupes françaises d'Afghanistan. La réponse du ministre des Affaires étrangères a été claire cet après-midi. Pas de retrait militaire en 2012. Écoutez cet échange à l'Assemblée nationale tout à l'heure entre Laurent Fabius et Alain Juppé. Nous vous demandons de tirer toutes les conséquences de la situation en Afghanistan après plus de 10 ans de présence militaire et de dire clairement, en prenant les dispositions nécessaires, pour que, à la fin de l'année 2012 et non pas en 2014, il n'y ait plus de troupes militaires françaises en Afghanistan. Je crois qu'il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas confondre un retrait ordonné et une retraite précipitée. Quand j'entends parler de retrait immédiat, fût-ce à la fin de 2012, je ne suis pas sûr que ceci ait été mûrement réfléchi et mûrement étudié. Il y a d'abord des conditions militaires à respecter pour la sécurité même de nos soldats. C'est la ligne que la France s'est fixée, c'est notre honneur et c'est notre responsabilité. Et dans l'actualité également ce soir, les médecins étrangers qui pourront continuer à exercer en France après l'Assemblée nationale. Le Sénat proroge ce soir leur autorisation d'exercer le temps de faire acter la reconnaissance de leur diplôme. Une mesure qui touche plus de 4000 praticiens. Tous les détails avec Bérengère Danglas. Depuis le 1er janvier, c'est dans une totale irrégularité que travaillaient plusieurs milliers de médecins étrangers. N'ayant pas pu faire valider leur diplôme en France, ils ne sont plus censés exercer depuis quelques semaines. Or, ces professionnels diplômés dans des pays hors de l'Union européenne représentent dans certains hôpitaux près d'un tiers des effectifs. Le texte adopté ce soir régularise temporairement leur situation puisqu'il prolonge le dispositif transitoire jusqu'au 31 décembre 2016. Cette disposition a besoin d'être adoptée coûte que coûte avant la suspension de nos travaux. C'est absolument fondamental. Sinon, c'est la fin d'une grande partie de nos hôpitaux en région. Pendant les 4 années à venir, les quelques 4000 médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes concernés devront essayer de faire valider leurs compétences. Les épreuves de vérification des connaissances seront simplifiées. Elles reflèteront l'exercice pratique quotidien du métier. Mais pour autant, le texte ne réglera pas le problème de fond. Ce texte nous satisfait dans la mesure où il apporte une solution à un besoin immédiat, un danger pour le fonctionnement de beaucoup d'hôpitaux français, n'apporte pas de réponse évidemment bien définitive à la question qui est celle du recrutement aujourd'hui des médecins par les établissements hospitaliers, recrutement qui d'ailleurs est en difficulté soit en fonction de certaines spécialités, soit en fonction de zones géographiques.
Le texte avait été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Sénat a fait de même ce soir. Droite et gauche ont voté ensemble. Et sur le plateau du 22h ce soir, notre invité, le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Maillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Interview à suivre dans un instant, mais d'abord, l'éclairage de Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Alors Jean-Louis, elles sont quatre à avoir été dégradées par l'agence Standard & Poor's. Il y a la Société Générale, le Crédit Agricole, la BPCE et la Caisse des dépôts et consignations qui ont vu leur note abaisser. Ce n'est pas une surprise, après l'État et les collectivités, on s'y attendait? On s'y attendait, bien entendu. D'ailleurs, elles avaient été déjà dégradées il y a plusieurs mois. On est actuellement entré dans un cercle un peu vicieux. Parce qu'au point de départ, qu'est-ce qui se passe? Au point de départ, c'est que dans tous les pays du monde, c'est l'État qui est garant, globalement, même s'il n'est pas actionnaire ou majoritaire dans ces banques, il est garant de la pérennité des banques. Or, le problème, c'est que l'État français, en tout cas, a été dégradé. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est que l'agence Standard & Poor's dit, il le dit implicitement, si les banques se retrouvaient dans la situation dans laquelle elles étaient en 2008, l'État ne pourrait plus, aujourd'hui, venir à leur secours comme il l'a fait à l'époque. En conséquence, la situation des banques est plus fragile qu'elle ne l'était, puisque leur garant, en dernier ressort, est lui-même plus fragilisé. Ça, c'est un premier point. Et il se trouve que, c'est là où ça se complique, c'est que si l'État est garant de la pérennité des banques, ce sont les banques qui lui achètent sa dette publique. Donc on a un système là aussi de duopole un peu complexe, où l'un et l'autre se tiennent par la barbichette. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, évidemment, les banques vont avoir moins intérêt à avoir dans leur bilan une créance elle-même décotée, dégradée par les agences. Donc elle va avoir moins intérêt à acheter de la dette publique, ça va compliquer le financement de la dette publique elle-même. Et quand les banques vont lancer des emprunts pour prêter cet argent à l'économie, elles le paieront comme normalement ça devrait se passer pour l'État, elles le paieront plus cher. Donc cette dégradation est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'économie française. Et Jean-Louis, les banques, ou plus généralement le système ou le marché financier est également dans le viseur de François Hollande, mais c'est un adversaire affaibli qu'il a face à lui. Alors, il y a un problème politique et il y a un problème économique dans cette affaire. D'abord, le problème politique, c'est que l'image des banques est dégradée. Il n'y a pas simplement leur notation qui est dégradée, mais l'image est dégradée aux yeux de la population, et pas seulement française, mais de la population mondiale. Personne ne veut avoir l'air d'être copain-copain avec les banques. Monsieur Sarkozy avance sa fameuse taxe Tobin, et effectivement, François Hollande, dimanche soir, dit « Mon principal adversaire, c'est le système financier, c'est-à-dire les banques. » Le problème, c'est qu'on a un problème économique aussi, c'est-à-dire qu'on est devant des banques qui, certes, ont une forte responsabilité dans la crise que nous vivons, mais elles en sont aussi les victimes. C'est-à-dire que les banques sont affaiblies. Il n'y a qu'à voir la situation de l'emploi dans les banques. 3 000 emplois vont être supprimés dans les banques françaises, 200 000 à l'échelle mondiale, 100 000 à l'échelle européenne. C'est absolument considérable. Les résultats sont mauvais, mais seulement il faut leur faire payer en quelque sorte la responsabilité qu'elles peuvent avoir. Et M. Hollande avance deux propositions. La première, puisqu'il faut leur faire payer, on va les couper en deux, pas les couper en deux, mais enfin en tout cas on va séparer leur activité, la partie banque d'affaires et banque de dépôt, pour les empêcher que les dépôts servent à la spéculation. Le problème, c'est que les banques, si on les coupe de la source de dépôt, elles vont devoir aller chercher à l'extérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire dans le marché des capitaux, notamment les banques anglo-saxonnes qui vont se renforcer dans cette activité de finance. Ça va compliquer un petit peu les affaires des banques. Et puis il propose aussi, je crois que c'est une proposition intéressante, d'interdire des produits toxiques. Et effectivement, pourquoi des produits toxiques comme la drogue, etc., sont interdits de circulation, et pourquoi dans les produits financiers on pourrait faire un petit peu n'importe quoi. Merci beaucoup Jean-Louis. Restez avec nous Jean-Claude. Mais est-ce que les banques sont vraiment le grand ennemi aujourd'hui, le grand méchant loup? J'emploierai pas ces termes maintenant. Il est vrai qu'il y a eu un comportement, je ne parle pas des banques françaises particulièrement, des banques et des institutions financières depuis des années avec des abus sur des produits dérivés, sur les CDS, etc. Bon, les produits toxiques qu'évoquait Jean-Louis Gombault. Maintenant, il faut bien avoir conscience aussi que ce sont les gouvernements qui ont participé depuis des années aussi à la dérégulation du système, à la déréglementation du système. Et à un moment donné, c'est aussi au gouvernement... Droite et gauche confondues, d'ailleurs.
enfin, je parle même pas. Oui, enfin, oui, non, mais bien sûr, mais je parle y compris de la responsabilité des gouvernements dans les instances internationales, ce qu'on appelle le G20 aujourd'hui. Pour le moment, il y a quelques mesures de prise, mais on n'a pas vraiment réglementé ou régulé le système bancaire international. Il y a eu quelques efforts. Il y a eu un encadrement des bonus, il y a eu le retrait de certains paradis fiscaux. On peut toujours faire mieux, mais il y a eu certaines choses. Les paradis fiscaux, vous savez, moi, je doute effectivement qu'ils aient disparu. Hein. Ça, on les appelle autrement peut-être maintenant, mais ils existent toujours. Alors, il y a eu quelques efforts de fait en matière de bonus stock option, mais on voit encore aujourd'hui qu'il y a moult problèmes. Hein, maintenant, ce ne sont pas les seuls responsables. Et moi, je le dis clairement, sur l'idée de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement, moi, je suis dubitatif sur cette question-là. Jean-Louis, là-dessus, justement. Pour quelle raison, je suis dubitatif en ce sens où la banque française, notamment nos banques, quelles qu'elles soient, ce sont des banques dites universelles, qu'il faille faire plus de réglementation sur les activités, oui, hein, plus de garanties, etc. Mais si l'on sépare brutalement ou qu'on va vers une séparation des banques de dépôt aux banques d'investissement assez nette, on risque de laisser la main aux banques anglo-saxonnes. Moi, je n'oublie jamais que dans la bagarre qui est menée dans cette crise, et il y a aussi une bagarre des anglo-saxons, ça veut dire de la place financière de New York comme de la City, contre la zone euro aussi, ne l'oublions pas. Donc attention à ne pas laisser la main aussi à d'autres. Donc c'est pas aussi simple que ça. À bon entendeur, salut monsieur le candidat socialiste. Non, oui, moi je rentre pas là-dedans. Je suis pas. Ouais, non, je rentre pas dans la. Moi je suis syndicaliste, je rentre pas dans la campagne. Je dis ce que nous pensons. Alors rentrons dans l'actualité. Les députés qui commencent à examiner l'encadrement des conflits sociaux dans l'aérien, ce qu'on peut appeler le service minimum appliqué à l'aérien. Qu'est-ce que vous reprochez à cette proposition ? De petit bout par petit bout, on est en train de remettre en cause le droit de grève. Il faut bien comprendre que dans un secteur comme celui du transport aérien, parce que, bien comprendre, hein, c'est le transport aérien, c'est aussi les entreprises privées de sécurité et de surveillance qui sont concernées. Quand ils déposent des préavis, c'est bien souvent 15 jours avant. Ils ont 15 jours pour négocier dans le secteur. Si les employeurs ne négocient pas, comment voulez-vous que ça se passe ? En plus, j'insiste, dans ces entreprises, vous risquez d'avoir des gens qui, 48 heures avant, vont dire je suis gréviste, ils auront des pressions. Demain ou le lendemain, pour une raison ou une autre, ils n'auront pas leur badge pour aller bosser. Oui, non, mais c'est la réalité des choses. Peut-être que ça peut mettre en place un système d'alerte sociale, et faciliter le dialogue. Ils ont 15 jours pour discuter. Le conflit qui a eu lieu à l'époque de Noël, il est réglé parce qu'il n'y a plus de conflit. Sauf qu'on n'a pas posé les vrais problèmes. On n'a pas, par exemple, dit... si je prends Paris, aéroport de Paris, vous savez, il suffisait d'augmenter de quelques centimes la taxe aéroportuaire pour régler le problème. Sauf qu'on est aussi dans ce secteur-là, comme dans la métallurgie, comme ailleurs, avec un problème de donneur d'ordre et de sous-traitants qui n'est pas réglé. Donc c'est pas une bonne solution, et on est contre cette remise en cause du droit de grève. Cette proposition, mais pas sûr, si elle arrive au pouvoir, qu'elle déconstruira le service minimum à l'école, dans les transports publics. C'est ce qu'a dit Ségolène Royal ce matin. Ça vous déçoit déjà, j'allais dire, avant qu'ils arrivent au pouvoir ? C'est pas une question de décevoir ou pas. Moi, nous avons été contre ces dispositifs. Nous sommes toujours contre. Je rappelle d'ailleurs que nous avons déposé des observations au Bureau international du travail sur cette question et que le gouvernement, quel qu'il soit, devra être amené à donner des réponses à un moment donné sur toutes ces questions-là. Vous savez, le service minimum, il est prévu que normalement dans des secteurs très particuliers. On ne peut pas l'étendre comme ça à vitam aeternam. Mais les Français ont l'air d'y tenir à l'école, apparemment. Oui, mais ça c'est comme partout. Vous savez, c'est comme le travail le dimanche. Hein. Quand vous voulez faire vos courses le dimanche, vous voulez que les magasins soient ouverts, mais si on vous demande de travailler le dimanche, vous ne voulez pas. Alors, on se retrouve dans la même situation. L'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy en fin de semaine, ou peut-être début de semaine prochaine, se précise. Des annonces fortes sont prévues. La TVA sociale pourrait être au menu. Est-ce que votre position pourrait évoluer sur ce sujet ? Non, parce que je considère que c'est très mal posé le problème. Il n'est pas encore posé. Non, mais tel qu'il a été plus ou moins... Non, c'est pas décidé. On verra ce qui sera annoncé ou pas en la matière. On est en train... autant nous avons besoin d'un débat sur comment consolider notre système de protection sociale, comment on le finance, quelle est la part des cotisations que nous souhaitons majoritaire, qu'est-ce qu'on modifie dans le système d'assiette de cotisation, quel type d'impôt, ça c'est le vrai débat. Là, on est en train de nous dire, pour des raisons que je conteste, moi je dis c'est une erreur économique et un danger. Vous êtes d'accord qu'il faut réduire le coût du travail pour restaurer la compétitivité ? Non. Pas besoin de restaurer la compétitivité des entreprises françaises. Réduire le coût du travail vis-à-vis de qui ? Moi j'ai eu ce débat au sommet. On a eu tous les deux le débat avec le président de la République. On n'était pas d'accord là-dessus. Il était vif apparemment. Non, il était franc, direct. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais par rapport à qui ? Par rapport à l'Allemagne ? Écoutez, dans l'industrie, si vous regardez l'industrie, c'est le même coût du travail. Il a baissé en Allemagne, je suis d'accord, ces 10 dernières années. On a le même coût du travail en Allemagne. Et le président me disant, mais regardez, Renault, ils ont bien délocalisé. Je dis, oui, sauf qu'ils n'ont pas délocalisé en Allemagne. Ils ont délocalisé en Roumanie. Argument, oui. Argument contre argument ? Argument contre argument, mais il y a un deuxième aspect dans l'argumentation de M. Sarkozy.
la modification du contrat de travail en fonction de la conjoncture négociée à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'il appelle le contrat de compétitivité, en plus de la TVA sociale. Quel est votre point de vue sur cette idée-là? Je suis contre également, c'est les deux points, enfin tous les cas, ceux qui sont évoqués. Pourquoi? À la fois, irrespect du dialogue social. On peut nous faire tout le cinéma, s'ils prenaient une décision là, rapidement, via le Parlement, à condition que le Parlement vote, en disant voilà, on prend cette décision et puis vous négocierez après si vous voulez. C'est pas quand même un respect des interlocuteurs sociaux. 1. 2. Ça veut dire qu'on remet en cause ce qu'on appelle, en règle de négociation collective, la hiérarchie des normes ou le principe de faveur. En plus, aujourd'hui, un salarié qui refuserait ce type de disposition serait licencié pour motif économique. Ça veut dire que l'entreprise est obligée de justifier. Non de votre part. Sur ces plans-là, oui, mais je l'ai dit depuis... Sur ces trois arguments. Oui, je l'ai dit. On a accepté sur d'autres points. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de cacher les choses. J'ai dit clairement les choses. Ça, c'est deux points durs. On a l'impression que certains syndicats ne cachent plus leur désir d'alternance sur le plan politique pour 2012. On a vu cette conférence de presse, cette image entre Bernard Thibault de la CGT et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est normal, selon vous, qu'il s'affiche ainsi? Est-ce que vous l'auriez fait? Ah non, moi je peux rencontrer un candidat, etc. Mais attendez, vous ne m'entendrez jamais, en tant que secrétaire général de FO, dire faut pas voter pour X ou faut voter pour Y. Mais est-ce que c'est mieux pour accueillir la gauche pour les syndicats? Non, attendez, vous n'aurez pas de réponse là-dessus de ma part. En ce sens où, quel que soit le gouvernement ou le président de la République et le gouvernement que nous aurons en face de nous, attendez, moi je ne veux pas me trouver en situation de soutenir, ce qui ne sera pas le cas l'un ou l'autre, et de me retrouver en bagarre avec lui après. Si l'on veut pouvoir jouer notre rôle de syndicat librement... Bernard Thibault, peut-être qu'il a dépassé la ligne jaune, là, un petit peu. Mais c'est son problème, c'est pas la première fois à la CGT. L'indépendance, je rappelle que c'est dans les gènes de FO et depuis longtemps. Puisqu'on parle de lui, Bernard Thibault, il va donc quitter la CGT en 2013, après 13 années à sa tête. Quel partenaire il a été? C'est pas avec lui que j'ai eu les meilleures relations, je vous le cache pas, mais ça, bon, après, il peut dire la même chose de moi. On n'a pas toujours été d'accord. On a eu des points d'accord. Maintenant, vous savez, pour être secrétaire général d'une confédération, quelle qu'elle soit, il faut le vouloir. 2, il faut que les militants en aient envie aussi, parce que c'est à la fois une volonté collective, c'est pas un métier, c'est un mandat. 2, que les militants aient envie. Après, c'est pas une vocation, parce que je sais que je crois savoir que votre père, votre grand-oncle et votre arrière-grand-père étaient militants FO. Vous écoutez, c'est le hasard de la vie, mais c'est pas forcément héréditaire. C'est le hasard. Oui, j'ai eu des militants FO qui ont créé FO, même dans la famille. Oui. Bernard Thibault part. Est-ce que c'est bien le changement à la tête des organisations syndicales? Vous y êtes depuis 2004. Est-ce qu'il faut des hommes neufs, des femmes aussi? Mais attendez, ça, comme je dis, il faut en avoir... Oui, homme ou femme, peu importe, mais il faut en avoir envie, et c'est aussi une question de volonté des militants. Moi, j'en ai encore envie. Pour le moment, les militants veulent de moi, donc tout va bien. Et il y a une vie après le syndicalisme, parce que Nicolas Sarkozy évoque une vie après la politique. Heureusement, j'espère qu'il y a une vie après le syndicalisme. On n'est pas rentré dans les ordres quand on est militant. Et on peut le vérifier avec tout ce que vous écrivez ici. C'est une revue, je la présente, trimestrielle, donc éditée par Force Ouvrière, appelée FO Forum. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h est tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Après un mois de déboires financiers, le groupe Petroplus est en faillite. Cet après-midi, sa filiale de Petit Couronne, en Seine-Maritime, s'est déclarée en cessation de paiement et a déposé le bilan. La maison mère du groupe en Suisse ne peut plus payer ses dettes qui s'élèvent à 1,3 milliard d'euros. Au total, 2500 salariés sont touchés. Désormais, le 11 novembre sera le jour des morts pour la France. Le Sénat a voté aujourd'hui le projet de loi qui transforme la date anniversaire de l'armistice en une journée d'hommage à tous les morts pour la France. Un texte peu modifié et entériné par tous les groupes politiques, sauf les communistes. Seul un amendement socialiste a été adopté. Il empêche toute tentation de transformer cette date en une journée unique de commémoration de tous les conflits. Une loi raciste et discriminatoire. Le Premier ministre turc Recep Erdogan n'a pas mâché ses mots pour qualifier la loi qui pénalise la négation du génocide arménien votée hier au Sénat. Pourtant, pas d'annonce précipitée de la part du Premier ministre turc qui a prôné la patience en attendant la décision du Conseil constitutionnel. Nous allons mettre en application nos sanctions étape par étape. Nous les appliquerons sans jamais faire marche arrière, avec détermination.
Ce soir, l'Élysée annonce que la loi sera promulguée dans 15 jours. Le lip-up de l'UMP, à son époque, avait fait fureur sur la toile. Espérons que le nouveau clip de campagne de François Hollande, inspiré du groupe de musique espagnol La SketchUp ou des Haka néo-zélandais au choix, connaissent le même buzz. Les figures politiques du parti, mais aussi les militants ou encore des artistes se sont prêtés au jeu de la chorégraphie qui, paraît-il, correspond à la charte graphique et qui veut dire « le changement, c'est maintenant ». La lutte contre le chômage, le logement et la compétitivité, telles sont les priorités de Nicolas Sarkozy qui devrait s'exprimer en fin de semaine lors d'une allocution télévisée. Le président monte ainsi au front, mais en privé, il a fait part de ses doutes et n'exclut pas l'hypothèse de son échec, des mots qui peuvent être déstabilisants pour son camp. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Le sujet n'est plus tabou à l'Élysée. Pour la première fois, Nicolas Sarkozy parle d'une possible défaite. Lors de son déplacement en Guyane, le week-end dernier, il se confie aux journalistes. En cas d'échec en mai prochain, pour lui, la politique, c'est terminé. Vu le caractère de Nicolas Sarkozy, on imagine mal qu'il revienne député, qu'il revienne à l'Assemblée pour faire autre chose. Voilà, donc il y a une certaine logique. Une déclaration calculée, il s'agit là de jouer la carte de la sérénité. En président qui ne cède pas à la pression du moment. Montrer aussi qu'il n'est pas accroché à son fauteuil, au moment où François Hollande fait tout pour l'occuper. Alors lucidité ou stratégie de campagne, certains ne s'y trompent pas. Écoutez, vous connaissez depuis plus longtemps que moi tous ces animaux, ils n'ont qu'une envie, sont des purs sang d'être sur la piste. Non, là vraiment, vous vous mettez à martel en tête pour peu de choses. Je sais que c'est le métier, mais quand même. Reste que le camp UMP est en prise au doute. Certains disent attendre un signe du président pour organiser la mobilisation. Ce midi, Jean-François Copé recevait les parlementaires à déjeuner au nouveau QG de campagne rue de Vaugirard. Le mot d'ordre, garder son sang-froid. Pour avoir vu le président il y a quelques jours, sincèrement, il est très confiant. Il sait bien qu'il faut mobiliser, que le résultat sera serré, que ça ne va pas être une partie facile. Donc il va appeler naturellement à la mobilisation de son camp, au regroupement. Nicolas Sarkozy ne compte pas pour autant se lancer dans la bataille plus tôt, mais d'ici sa déclaration de candidature, probablement début mars, ne pas laisser une seconde de répit à François Hollande. Et notre invité pour parler de cette actualité politique, Bruno Dive, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste au journal Sud-Ouest et l'auteur de ce livre à paraître ce jeudi 26, La métamorphose de Sarkozy aux éditions Jacob Duvernay. Merci d'être avec nous. Alors Bruno, est-ce qu'à travers ces confidences du président qui ont étonné aujourd'hui, est-ce qu'on voit sa métamorphose justement? Il doute, il envisage l'échec, bref, est-ce qu'il s'humanise peut-être? En fait, c'est quelqu'un qui a toujours songé, depuis son élection, paradoxalement, à l'après-Élysée. Après 2007, après son élection, il s'amusait beaucoup à recevoir, enfin, il recevait ses adversaires et il s'amusait à leur dire qu'après l'Élysée, il ne se représenterait pas en 2012 et qu'il pouvait très bien faire autre chose et notamment gagner beaucoup d'argent. C'était son grand discours. Il l'a dit aussi bien à Ségolène Royal qu'à Jean-Marie Le Pen, qu'à Alain Juppé, qu'à d'autres. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours, cet amateur, enfin avide de pouvoir, paradoxalement, a toujours songé à ce qu'il ferait après le pouvoir. Donc après, il a été repris comme toujours, par le démon, enfin la tentation de se représenter, et je pense qu'il est toujours dans cet état d'esprit, mais je crois que c'est quelqu'un qui envisage en même temps assez sereinement le pouvoir, et je crois que son angoisse, si je puis dire, c'est surtout de ne pas faire comme Giscard. Alors, d'abord, si possible, de ne pas être battu, comme l'a été Giscard en 1981, mais aussi, si jamais il devait être battu, de ne pas vouloir absolument à tout prix refaire le parcours à la base, maire, conseiller général, député, etc. Vous avez dit, et donc se retirer. Parce qu'en fait, s'il est battu, il aura 2 ans de plus que n'avait Giscard en 81. Vous avez dit envisager sereinement le pouvoir. Est-ce qu'en disant cela, il n'a pas montré en filigrane, finalement, que ce n'est pas un assoiffé de pouvoir, comme l'a laissé entendre, sans le nommer, François Hollande, il y a quelques jours? C'est pas une réponse. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir et c'est quelqu'un d'entier, donc c'est quelqu'un qui aime le pouvoir et quand il l'exerce, il veut l'exercer
entièrement, et on l'a vu puisqu'il a fait, bon, peut-être un peu moins vers la fin, mais il a exercé toutes les fonctions en même temps du pouvoir, y compris à commencer par celle de Premier ministre. Donc, mais c'est quelqu'un qui aime l'argent, donc, et qui a envie, qui est très tenté par la possibilité de gagner de l'argent après le pouvoir en faisant des conférences bien rémunérées comme le font. Il est fasciné par Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder qui travaille pour Gazprom. Mais apparemment il reste encore concentré sur l'obstacle de 2012. Voilà. Comme le dit Alain Minc, ce sont des animaux politiques, des pur sang qui ont envie d'être sur la piste. Il le prouve encore d'ailleurs aujourd'hui puisqu'il a eu un autre discours très combatif. On peut faire une autre lecture aussi de ces confidences plus ou moins calculées qu'il a faites. C'est qu'il veut créer une espèce de désir ou de regret prématuré de son départ. Et là, pour l'instant, évidemment, il est tout entièrement et tout entier consacré à sa nouvelle candidature, mais il veut montrer qu'il peut faire autre chose, quoi, c'est ça. Et pour l'instant, moi je pense qu'il va se représenter, et je doute, là je suis assez d'accord avec Alain Minc, je ne suis pas tout à fait sûr que si jamais il était battu, il renoncerait totalement à la vie politique. Mais c'est plutôt déstabilisant quand même ces confidences pour son camp. On hésite à partir au combat avec un chef qui doute. Oui, c'est assez... Là, pour le coup, la stratégie n'est pas calculée, sinon elle est hasardeuse. C'est assez surprenant, mais je crois que la stratégie, il l'a définie en fonction de ses propres intérêts, plus que ceux de son camp. Il compte sur lui-même d'abord. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est très déstabilisant aussi pour son camp, c'est qu'il tarde à se déclarer candidat. Est-ce que c'est pas parce qu'il envisage jusqu'au dernier moment, on ne peut pas exclure cette hypothèse, que si les sondages ne remontent pas, ne sont pas meilleurs pour lui, de renoncer in fine et de passer la main à un autre candidat. Et ça serait très déstabilisant. Maintenant, je crois qu'il va y avoir beaucoup de pression au sein de l'UMP, pression pour autant qu'on puisse en faire sur Nicolas Sarkozy, pour qu'il accélère sa déclaration de candidature. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas encore dans cet état d'esprit. Vous avez intitulé votre livre « La métamorphose de Sarkozy ». Vous posez la question, est-ce qu'on peut changer à 57 ans ? Et la conclusion, est-ce qu'on peut changer à 57 ans, même si ça reste jeune pour un président? Oui, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas, je crois, changer à partir d'un certain âge. Il a quand même changé de multiples points de vue depuis son élection. Hein. Dans son comportement, il se surveille, il met moins en avant sa vie privée, il laisse le Premier ministre un peu plus gouverner. Le gouvernement et son cabinet élyséen n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient en 2007. Mais il a montré encore récemment, depuis le début de l'année, qu'il y avait toujours des possibilités de rechute, et cette fébrilité qui manifeste depuis quelques semaines montre qu'on a quand même beaucoup de mal à changer à 57 ans. Alors il reste quelques semaines avant le scrutin. Est-ce que tout est joué ou rien n'est joué, comme d'habitude dans une élection d'ailleurs? Tout est encore ouvert. Je dirais que c'est entre les deux. C'est facile. Hein. Non, tout n'est pas joué, évidemment. À 3 mois d'une élection présidentielle, rien n'est jamais joué. Il y a des tendances lourdes quand même qui se dessinent. Moi, ce que j'écris dans l'éditorial, je fais paraître demain. La tendance lourde, c'est quand même que l'élection, le blues de Sarkozy. Mais la tendance lourde, c'est que Hollande soit élu, parce qu'il est quand même en tête depuis très longtemps. Mais il y a toujours des surprises dans une élection présidentielle, et il ne faut certainement pas sous-estimer la capacité de réaction de Nicolas Sarkozy. Ne pas sous-estimer un camp ni l'autre. Merci beaucoup Bruno Dive, l'auteur de La métamorphose de Sarkozy, donc à paraître ce jeudi, avec vraiment un livre avec beaucoup d'anecdotes et de témoignages à lire pour comprendre plus le personnage et le futur candidat pour cette élection. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous dans un instant, votre émission politique, Preuve par 3. L'invité, c'est Jean-Marie Le Pen. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir. Jean-Marie Le Pen est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président d'honneur du Front National, mais qui n'abandonne pas les estrades présidentielles.
Alors, soutien ou embarras pour votre fille? On posera la question tout à l'heure avec Perrine Tarnaud. Que devient en effet la notion de dédiabolisation si elle a jamais existé? Avant cela, Jean-Marie Le Pen avec Andrea Bambino de l'agence France Presse, notre partenaire, nous évoquerons le projet de Marine Le Pen, la sortie de l'euro, toujours la préférence nationale, mais nous l'avons entendu, ce n'est plus l'ultralibéralisme qui est au cœur du discours, mais l'antilibéralisme. Alors on tentera de comprendre ce glissement idéologique avec vous, mais d'abord, Jean-Marie Le Pen, l'actualité de la campagne, si vous le voulez bien. François Hollande dit « Mon ennemi, c'est la finance ». François Bayrou dit « Mon ennemi, c'est le chômage ». Que dit Jean-Marie Le Pen? Mon ennemi, c'est... La décadence de la France, son affaiblissement, la menace de disparition de ses libertés et même de son existence. J'avais pensé que vous alliez me dire, que les réflexes conditionnés, mon ennemi, c'est l'immigré. Ça n'a jamais été l'immigré. Nous combattons l'immigration. J'ai toujours dit tout au long de mes discours, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Ils ne sont pas responsables de la situation. Les responsables sont les politiciens de droite et de gauche qui sont payés pour vous défendre et qui ne vous défendent pas. Je note sur cette question de l'immigration que vous considérez que Nicolas Sarkozy a légitimé vos propositions. Vous l'avez déclaré il y a quelques mois dans une interview aux Inrecuptibles, vous vous souvenez, cette grande interview. Le chef de l'État évoque dans des confidences rapportées par les journaux l'hypothèse de sa défaite. Comment est-ce que vous l'interprétez? Écoutez, je crois que c'est assez normal de considérer qu'on n'est pas sûr de gagner et peut-être même qu'on risque de perdre. En conséquence, je trouve ça assez banal. La dégradation de la situation du président de la République depuis plusieurs mois, et même on peut dire depuis le début, depuis son élection, s'est confirmé et il atteint maintenant des niveaux à partir duquel il pourrait presque trouver du pétrole. Oui, et vous pensez qu'il a déjà perdu? On n'a jamais déjà perdu, mais enfin, tout de même, il est considérablement affaibli dans l'opinion et je crois, il a perdu. Il n'a plus la chance. Il a été très servi par la chance dans sa carrière politique. Et quand on a la chance, eh bien, tout ce qu'on fait, même d'idiot, ça réussit. Quand on n'a plus la chance, tout ce qu'on fait, même d'intelligent ou d'actif, ça vous fait perdre. En tous les cas, lui déclare en cas d'échec, j'arrête la politique. Est-ce que vous le croyez? Oui, je le crois. Il m'a dit un jour, vous savez ce que je fais? Je le fais avec passion, mais je me sens très capable de faire autre chose. Parce que j'avais pensé à partir de là qu'il n'était pas foncièrement attaché à sa mission, qu'il n'était pas charnellement attaché au mandat qu'il sollicitait. Mais vous avez d'ailleurs toujours eu des doutes sur le fait qu'il allait se représenter, Jean-Marie Le Pen. Oui, j'ai toujours pensé qu'il pouvait ne pas se représenter et peut-être même nous faire une petite entourloupette politique en parlant le plus tard possible et en nous mettant devant le fait accompli d'un candidat qui serait en quelque sorte assez lisse, comme une anguille difficile à attraper, parce que personne n'aurait préparé ses batteries contre le candidat nouveau de l'UMP. Ah bon, ça c'est une hypothèse qui est renforcée selon vous, selon ces confidences du chef de l'État? Non, enfin c'est une hypothèse de travail, disons. Ah oui, mais alors cette anguille, ce serait qui pour vous? Je sais pas, ça peut